Eh bien, merci à Alain Scada, merci à Civitas, puis surtout merci à vous d'être venus si nombreux au rendez-vous du Christ et de la France. Ça fait très chaud au cœur et ça montre que l'espoir est là. Vous êtes aujourd'hui, tous ceux qui êtes là, l'espoir du renouveau de l'Occident et de la France. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de mon dernier livre, La chute finale, l'Occident survivra-t-il? Alors, le déclin de l'Occident, il est là, il est bien là, quoi qu'en disent les médias mainstream. Et il se voit dans le déclin de nos économies, dans la montée d'autres puissances dont nous sommes aujourd'hui terriblement dépendants. Il est là dans la submersion migratoire, il est là dans la submersion démographique, dans la dénatalité. Il est là quand l'Occident n'est même plus capable d'imposer ses valeurs, sa religion, ses héros sur son propre sol. Et l'Occident est aujourd'hui rentré, selon moi, dans une phase terminale, sauf sursaut de leur dernière heure, une phase terminale qu'avait d'ailleurs prévue à l'avance Oswald Spengler, qui avait écrit en 1922, et qui avait, je dirais, anticipé l'hiver de l'Occident pour le début du XXIe siècle. J'ai comme l'impression qu'il ne s'est pas trop trompé. L'Occident est en déclin sur tous les plans, économique, géopolitique, culturel, moral, intellectuel. Dès 2016, dans mon premier livre, La chute de l'Empire occidental, je décrivais un Occident qui perdait sa mainmise sur l'économie et sur les affaires du monde. Que disais-je dans ce premier livre? Que les pénuries énergétiques viendraient infailliblement, non pas à cause de la guerre en Ukraine, parce que je ne suis pas prophète, mais à cause de la diminution de la part relative dans le PIB mondial de l'Occident, qui est passé en 30 ans de 75 à 47% de la production mondiale. Il y a eu pendant ces 30 ans une forte croissance mondiale, mais une croissance portée par les pays émergents, qui ont fait monter la demande en produits énergétiques et dont la production ne pouvait suivre la croissance mondiale de 4,5%. Donc vous avez une production de plus en plus forte, une production qui est portée par d'autres ères civilisationnelles, et la production énergétique ne suit pas. Donc infailliblement, l'Occident ne pouvait aller que vers des difficultés croissantes d'approvisionnement, et n'importe quel dirigeant ne pouvait faire autrement que de le savoir. Dans ce livre, écrit en 2016, j'expliquais que les pays émergents, réunis dans le groupe BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui est une coalition hétéroclite de pays qui n'ont rien à voir entre eux et qui même parfois ne s'aiment pas, eh bien cette coalition n'aurait bientôt plus peur des sanctions et de la tutelle occidentale. Mais n'est-ce pas ce qui se passe sous nos yeux? En voulant isoler la Russie, c'est l'Occident qui s'isole du reste du monde. Et d'ailleurs, cela fait des années qu'il s'isole du reste du monde sur un autre plan. Culturellement, cela fait des années que l'Occident s'isole avec ce progressisme qu'il veut vendre partout dans le monde, mais dont personne ne veut, à part nous, et encore parce qu'on nous l'impose. Inflation, pénurie. J'en parlais également en mai 2021 dans des articles sur Boulevard Voltaire. Là encore, n'étant pas prophète, et puis encore moins dans mon pays, je ne savais rien d'une future guerre en Ukraine. Je constatais juste que la dégradation de nos monnaies, euros et dollars, était arrivée à un point tel que bientôt, on n'en voudrait plus. Elles perdraient de leur pouvoir d'achat, elles perdraient de leur valeur, elles perdraient de la confiance que les autres plaçaient jusque-là en elles. Et ces monnaies sont dégradées pourquoi? C'est ça dont il faut se poser la question. Eh bien, pour soutenir, quoi qu'il en coûte, et depuis des années, un niveau de vie global de population en déplit d'un déclin économique patent et flagrant. Car oui, je vous le dis mes amis, vous avez en face de vous un pessimiste compulsif, un maniaco-dépressif, qui se complaît dans la noirceur, qui conteste le progressisme, voit du déclin partout, il voit la vie en noir, économie, politique, culture, morale, rien ne trouve grâce à mes yeux, tout va mal, je ne retrouverai rien à sauver dans cet Occident décadent dont je prédis malheureusement un naufrage imminent. Mais au fond, en étant comme ça, suis-je vraiment pire que ces fameux progressistes qui nous gouvernent? Car le fond du problème occidental, ce n'est pas tant l'économie, ni la politique, ni la géostratégie, ni le militaire, ni tout le reste. Tout ça, ce sont les symptômes de la maladie. Le mal, en fait, il est ailleurs. Il est dans les têtes. Il est dans ce que ces fameux progressistes ont voulu mettre dans la tête des gens. Car le fond du problème, c'est que l'Occident ne s'aime plus.
ou plutôt que certains, nos élites, veulent faire croire au peuple qu'il est la pire des civilisations. Quand l'Occident est identitaire, il vire au nazisme. Quand il est universaliste, il colonise les autres. Quand il est productiviste, il pollue et dégrade la planète. Quand il est scientiste, il fabrique la bombe atomique. Décidément, chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est pas bon. L'Occident fait souffrir le monde entier. Il est un danger pour tous les peuples et la planète. Voilà ce que nos élites soi-disant progressistes nous assènent depuis 70 ans. Il faut donc arrêter de produire. Voilà un élément du programme qui avance sûrement. Et il faut que nous payions nos dettes à tous ceux que l'on a cessé d'affliger tout au long de l'histoire. Et là encore, ben observez-le, le programme se déroule sans peine. Il se déroule à notre insu, mais aux yeux de tout le monde, il suffit, comme l'a dit Pierre-Antoine Plaquevent, de chercher un peu, de gratter, les informations sont ouvertes, tout se voit, tout peut se savoir. L'Occident a décidé de ne plus poursuivre sa route, de ne plus pérenniser sa légende, celle d'une civilisation d'exception. L'Occident est usé, il veut en finir avec sa longue et épuisante histoire. Il veut en fait se dissoudre dans le reste du monde, à tous les points de vue. Et le mondialisme lui sert à cela. Et le soi-disant progressisme, c'est le mot trompeur qui l'entraîne en fait à sa mort programmée. Programmée par qui? Toujours par ses élites. Et tout est programmé d'en haut, il suffit de le voir. Aujourd'hui, les tribunaux interdisent les crèches de Noël. Voir Julien Sanchez récemment qui en était victime, mais c'était le cas de Robert Ménard et de beaucoup d'autres maires. On déboulonne les statuts de Saint-Michel. Des ministres comme Véran et Schiappa encouragent les avortements en pleine crise du Covid, alors que nous souffrons d'un déficit de natalité. On nous dit qu'on ne peut pas expulser les clandestins toute la journée, il faut trop de procédures juridiques, les tribunaux, puis la Cour européenne des droits de l'homme, les accords des pays d'accueil, de retour. On nous dit que c'est pas possible. Mais quand on veut, on peut. Et la preuve par Orban, la preuve par Salvini, la preuve aujourd'hui par Meloni. L'Occident s'inflige des contraintes alors que les autres n'en veulent pas. Et je vais vous donner un élément très facile à trouver qui est sur les sites internet. C'est le compte-rendu d'un sommet climat qui s'est déroulé en mars 2021 à l'initiative de M. Jo Robinette-Biden, c'est son nom, donc je l'appelle par son nom, mars 2021, sommet climat en visioconférence, car il y avait le Covid. Et si l'une de ces sommités venait à mourir, l'humanité aurait eu du mal à s'en remettre. Donc, lors de ce sommet climat, les pays se sont engagés, chacun de son côté, à réduire les émissions de CO2. Alors les États-Unis se sont engagés pour 45% de réduction des gaz à effet de serre à l'échéance 2030. Le Canada, 50%. L'Union européenne, 55%, car évidemment, il faut toujours qu'on soit les champions dans cette matière. Et la Chine, parce que la Chine était là, hein. Monsieur Xi, il était là, il était en visioconférence. Donc on a demandé à tous les pays de faire un effort. Et la Chine, ça représente 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est le principal pollueur de la planète. Ben, la Chine, monsieur Xi, il s'est engagé à rien en fait. Rien du tout, il a dit qu'il allait faire de son mieux. Et ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que lui dit ça, ben lui il défend le beefsteak, hein, il défend ses usines et son industrie colossale. Il défend son agriculture qui ne cesse de se développer. Personne ne lui a rien dit. Personne ne l'a obligé, lui aussi, à faire des efforts et à faire des contraintes. Et d'ailleurs, la Chine est rentrée dans l'OMC en 2001, Organisation mondiale du commerce, sous les louanges de M. Clinton, qui nous expliquait que la Chine allait bientôt rejoindre le cercle du libéralisme, de la démocratie, etc. Bon. En rentrant à l'OMC en 2001, la Chine avait un cahier des charges au niveau d'un mieux-disant social, au niveau d'un mieux-disant démocratique, au niveau d'un mieux-disant économique, sanitaire, hygiénique, etc. Ben, en fait, elle n'a jamais respecté aucun de ses engagements. Aucun. Et personne, surtout, ne lui a forcé à rentrer dans un cadre. Ben, tout simplement parce qu'on ne veut pas que la Chine, c'est la poule aux œufs d'or, aujourd'hui, des multinationales, de la superclasse mondiale et de toutes les grandes entreprises et des grandes banques qui ont investi massivement, et que bien entendu, pas question de tuer la poule aux œufs d'or, et c'est pas les questions écologiques, là, elles deviennent secondaires tout d'un coup par rapport à la manne d'argent que la Chine produit en faveur de la superclasse mondiale. Alors certains vont me dire, oui d'accord,
l'Occident est décadent. Mais si on observe bien, les États-Unis s'en tirent mieux que nous. Eux assument leur nation, leur souveraineté, leur armée, l'apparence de leur puissance. Oui, oui, en apparence. Mais ils essuient revers sur revers depuis des années, des décennies. Je ne parle même pas sur le terrain militaire, Corée, Vietnam, Iran, Afghanistan, Irak, Somalie, etc., etc. Donc tout ça, ça prouve bien que les États-Unis, eux aussi, sont en déclin comme nous. Ils sont eux aussi sous la coupe de la haute finance. Ils subissent l'immigration de masse comme nous, le wokisme, la concurrence des pays émergents, tout comme nous. Ils ont beau pavoiser encore avec leur casque, leur épée et leur drapeau, ils sont comme nous, rongés par le même mal. L'Occident ne s'aime plus. L'Amérique en réalité est naufragée. Elle est naufragée comme nous les Européens. Mais elle a trouvé son radeau. Ce radeau, c'est l'Union européenne. Et elle tient l'UE par l'OTAN, une union militaire qui prétend défendre l'Occident, mais transforme la Russie chrétienne en un ennemi civilisationnel qu'en réalité elle n'est pas. Et par contre, cette même OTAN enrôle dans ses rangs une Turquie qui veut islamiser l'Europe entière. Par la voie d'Erdogan, là aussi, il n'y a pas besoin de chercher, il l'a dit à de nombreuses reprises, il prétend réislamiser l'Europe, il a des prétentions sur des territoires comme le Kosovo, comme la Bosnie, certaines parties de la Bulgarie, etc., etc. Et il veut islamiser l'Europe à travers les communautés turques implantées dans la plupart des pays européens, et d'ailleurs il l'a dit, hein, il a encouragé les communautés turques à prendre la nationalité du pays dans lequel ils résident pour pouvoir voter aux élections. Donc il leur dit prenez la nationalité, mais ne vous assimilez jamais, ce serait une trahison. Donc il veut se servir de ces communautés pour aller vers l'islamisation de l'Europe. L'Occident s'est laissé bercer dans l'illusion progressiste, l'illusion mondialiste. Pourquoi produire quand d'autres le font à notre place? Pourquoi se défendre? Les autres ne sont-ils pas tous nos amis? Aujourd'hui, l'Occident, au bout de plus de 30 ans de cette politique échevelée, se réveille avec la gueule de bois. Trouvera-t-il la force pour se tirer de ce mauvais pas? Voilà la question. Alors, vous savez que j'ai un tropisme économique. Hein. Alors, je vais vous montrer un exemple très précis, au niveau économique, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon et qu'est-ce qui a été appliqué ces dernières années. Parce qu'il y a un pays, un grand pays, les États-Unis, qui en 4 ans ont donné l'exemple de la politique de redressement et puis, hélas, sont revenus à la politique du déclin et de la déchéance. En 2017, M. Trump a inauguré une politique de remise en honneur du travail, de la production, en baissant les charges sur les entreprises, les charges sur les salaires. Et puis, il s'est attaqué à la concurrence déloyale des produits chinois, en freinant le libre-échangisme échevelé. Donc, politique pour le travail, politique pour la nation. Il revalorise le travail, la nation, il réinstalle des industries et donne à des centaines de milliers de familles la possibilité de vivre de leur travail, la tête haute. Mais, vous le savez, M. Trump a perdu, soi-disant. 4 ans après, c'est Biden qui met en route sa nouvelle politique, la politique Biden avec le plan Biden en mars 2021, qui a été salué, applaudi, acclamé sur tous les plateaux télé, et moi-même qui me trouvais un jour à en débattre sur TV Liberté, à ma grande surprise, certains de mes interlocuteurs qui pourtant, sur TV Liberté, ils passent rarement des gens de gauche, hein, ben même eux étaient époustouflés par ce plan Biden. Eh oui, plan Biden, on arrête la politique Trump, on arrête tout ça, on rétablit le libre-échangisme échevelé, et on envoie des chèques de 8 000 $ dans la boîte à lettres des gens. Ça a coûté 2 000 milliards de dollars. Mais personne ne se pose la question, sur tous ces plateaux. Mais d'où sort cet argent? Ces 2 000 milliards de dollars, ils viennent d'où? Est-ce qu'ils viennent qu'on a relancé les usines, relancé la production, inventé de nouvelles sources de profit? Pas du tout. Cet argent, il vient de la dette, de la création monétaire dérégulée. C'est celle qui ruine nos monnaies. Cet argent balancé en l'air, qui vient de nulle part, c'est ça qui ruine nos monnaies, et c'est ça qui aujourd'hui provoque les pénuries qui commencent, parce que on parle de pénuries énergétiques et autres,
Posez la question à des entrepreneurs en bâtiment, des artisans, ils vont vous dire qu'aujourd'hui, ils ont du mal à se fournir dans beaucoup de matériaux. Ça ne vient pas d'Ukraine pourtant, hein, vous voyez, ça vient d'ailleurs. Et tout ça pourquoi? Ben, tout simplement parce que notre monnaie, l'euro, aujourd'hui, n'a plus la cote, et que les fournisseurs qui viennent des pays extérieurs à la zone euro se demandent s'il vaut mieux fournir cela et être payé en euros, ou plutôt fournir d'autres pays qui ont des monnaies qui ont l'air quand même un peu plus solides. La politique de Biden, en fait, d'envoyer de l'argent gratuitement comme ça dans les boîtes à lettres des gens, c'est la politique de la consommation folle. Cette politique qu'il croit qu'il suffit de jouir et de consommer pour faire tenir l'économie debout. C'est cette même politique qui est pratiquée en France depuis des années, des décennies. Et d'ailleurs, observez bien, quand on vous parle de l'économie, comment ça se porte, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, ben vous avez M. Bruno Le Maire qui vous dit tout de suite, ah ben oui, là la consommation reprend, alors ça va repartir. Notre moteur, c'est la consommation. Aujourd'hui, toute notre économie n'est plus basée sur l'investissement et la production, mais la consommation. Sauf que comme on ne produit plus, cette consommation, elle est alimentée par de l'argent qu'on fabrique, des déficits publics, de la dette, et en réalité, pour entretenir indéfiniment cette consommation qui ne repose en réalité sur pas grand-chose, eh bien, on ruine la stabilité financière de nos pays et on ruine la valeur et la crédibilité de nos monnaies. La politique de Biden, donc celle de la consommation, celle de Trump, c'était la politique du travail, c'était la politique de l'emploi, c'était la politique de la famille, la politique des gens qui veulent eux aussi profiter de la vie comme tout le monde, mais pas n'importe comment, en servant leur pays par le travail. En 2 ans de politique Trump, les États-Unis avaient retrouvé une croissance de 4,5% en 2018. 4,5% de croissance, c'est du jamais vu depuis la fin des 30 Glorieuses, c'est-à-dire que c'était des taux de croissance qu'on avait dans les années 60. Bien. Et alors, on vous dit que c'est une croissance qui est due, qui profite aux riches, mais pas du tout. Les 2 premières années de la mandature Trump, les salaires ont eu une hausse qui était du double de celle des 2 dernières années du mandat d'Obama. Donc vous voyez bien que cette croissance était une croissance qui profitait à tout le monde, tout simplement parce qu'elle recréait de l'industrie, donc du travail, et qu'au final, elle crée de la demande pour de la main-d'œuvre, pour du travail. Donc c'est une croissance qui profite essentiellement aux salariés. Avec Biden, eh ben c'est quoi? Quel est le résultat de la politique qui a été salué l'année dernière par tous les médias français? Eh bien, c'était inévitable. Le résultat, c'est l'inflation. La descente aux enfers dans l'illusion consumériste de croire qu'on peut systématiquement avoir du pouvoir d'achat et de l'argent sans travailler à côté, sans avoir véritablement une production qui suive. Alors, on le voit à travers cet exemple, tout n'est pas perdu. La balle, elle est dans le camp de l'Occident. Elle est dans le camp des peuples occidentaux. C'est nous qui, en suivant aveuglement des élites nocives, nous entraînons dans notre propre déclin. Personne n'a réussi à provoquer le déclin de l'Occident, si ce n'est l'Occident lui-même à l'initiative de ses élites. Demain, ce sera nous qui, en retrouvant nos valeurs, travail, famille, culture, religion, nous rétablirons à notre vraie place, celle d'une civilisation d'exception, en réalité la première place. L'Occident ne redeviendra le phare de l'humanité que s'il développe et parle de ses valeurs et non pas de, je dirais, cette politique de déchéance de l'humain qu'elle promeut depuis 30 ans sur la planète et dont finalement même nos concurrents ne veulent pas. Mesdames et messieurs, je vous remercie.